Bonsoir à vous. Merci de votre présence nombreuse ce soir pour ce 12e webinaire de l'année des cahiers pédagogiques et qui est consacré au numéro 572 qui a pour titre « Entretien en milieu scolaire ». Avant d'entrer dans le vif du sujet, donc, je vous remercie de laisser vos caméras éteintes ainsi que vos micros. Donc, je m'appelle Jean-Charles Léon, j'animerai ce webinaire. Je suis professeur en collège, professeur de musique en poste encore, et vous pouvez intervenir par le chat qui sera scruté comme souvent ou presque toujours, je crois, par Ben Aïda. Vous avez été nombreux à nous poser des questions lors de votre inscription. Nous nous en sommes servis pour organiser notre discours et nous ne pourrons malheureusement pas répondre à tout le monde parce qu'elles ont été nombreuses. Nous avons essayé de synthétiser. Pardon à ceux qui n'auront pas de réponse ce soir, mais sachez que ce dossier est riche d'une trentaine d'articles, que c'est un dossier très riche et très intéressant. Et donc, je vous invite à vous y référer, ainsi qu'à certains articles qui sont sur le site. Alors, aujourd'hui, nous accueillons Anne-Marie Cloët-Sanchez. Bonjour Anne-Marie. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis doctorante au laboratoire Bonheur de l'Université de Cergy-Paris Université. Bienvenue. Michel Amiel. Bonsoir Michel. Bonsoir à tous. Michel Amiel, proviseur honoraire, récemment ancienne présidente du CRAP Cahiers pédagogiques et membre du comité de rédaction. Et donc Anne-Marie et Michel ont été les coordinatrices de ce dossier. Nous accueillons également une autrice et un auteur, Lynn Numa-Bocage. Bonjour Lynn. Bonjour à tous. Donc, je suis Lynn Numa-Bocage, je suis psychologue de l'éducation et professeure en sciences de l'éducation à Cergy-Paris Université. Et puis Yannick Beaulieu. Bonsoir Yannick. Bonsoir, je suis Yannick Beaulieu, enseignant au pôle innovant lycéen, PLP, lettres histoire. Donc le pôle innovant lycéen que nous nommerons parfois sous son acronyme PIL. Donc voilà, si vous entendez le PIL, c'est ce pôle innovant lycéen. Et puis au chat, évidemment, Ben. Salut Ben. Et bonsoir à tous, Ben Aïda, je suis enseignant, formateur à Carcassonne, en élémentaire. Alors vous voyez que ce soir, on a réussi à avoir une équipe d'intervenants qui est à l'image de ce que nous essayons de faire dans chacun de nos dossiers, à savoir des praticiens dans tous les niveaux, mais aussi des chercheurs et des gens qui ont la possibilité d'être un peu au-dessus, un peu en recul de nos pratiques pour et nous observer et tirer des enseignements de ce que nous faisons, nous apporter des choses et en tirer de ce que nous faisons. Voilà, donc ce dossier est riche, je le disais, d'une trentaine d'articles. Il a été coordonné par Anne-Marie Cloët-Sanchez et Michel Amiel. Anne-Marie, l'ouverture du dossier a pour titre « Des enjeux et des acteurs variés ». Quels sont donc ces enjeux posés par l'entretien et les acteurs de ces entretiens dans ce riche dossier ? Alors, merci pour ces questions d'entrée en matière et pour ce qualificatif. Je vais commencer en fait par la deuxième. Dans ce dossier, les textes ont pour acteurs toutes les personnes concernées par la vie d'une école ou d'un établissement du second degré, malheureusement à quelques exceptions notables, en particulier les psy-EN, les infirmières et les médecins et les agents. Quant aux enjeux, alors je dirais que on les voit au travers du fait que chaque interlocuteur arrive à un entretien en ayant un projet personnel. À la suite, par exemple, d'un comportement problématique d'un élève, le CPE le convoque pour lui faire prendre conscience des dangers qu'il a fait courir à d'autres, mais l'élève, lui, a comme projet de ne pas se faire virer. Donc, on voit bien que dans cet exemple, les projets concernent une action sur l'autre personne. Et donc, les enjeux sont vraiment au centre de l'entretien. On peut dire qu'ils sont dans l'entre-deux des interlocuteurs. Ils peuvent être informatifs, ils concernent aussi les identités personnelles et professionnelles de chacun. Donc, et on voit qu'il est possible aussi qu'il y ait des enjeux de pouvoir, comme ici le décode très bien l'élève. Mais en fait, l'enjeu le plus fort, c'est l'enjeu relationnel, parce que c'est lui qui va permettre à chacun
d'aller au bout de son propre projet. Et donc, du coup, l'idée, c'est que chacun crée et fasse perdurer la relation pour en arriver là. Et c'est ainsi que chacun va adopter des stratégies qui vont permettre de s'ajuster. Et je pourrais dire que ce dossier, justement, a pour thème ces différentes stratégies. Et je conclurai cette petite présentation en disant qu'une manière de lire les textes du dossier, ce serait peut-être de vous demander justement quels pouvaient être les projets de chacun des interlocuteurs. Ça pourrait être une entrée en matière de la lecture des textes. Oui, chacun est en attente de quelque chose quand il arrive dans un entretien et peut-être même pouvons-nous nous poser la question, est-ce qu'on a réellement parlé de la même chose à la fin de cet entretien? Est-ce que les deux interlocuteurs ont la sensation d'avoir l'assurance d'avoir parlé de la même chose? Michel, tu as été coordinatrice de ce dossier également. Et il faut bien savoir qu'un dossier, c'est 30 articles, donc entre 50 et 60 auteurs et autrices, que c'est un travail de plus d'1 an. Donc, coordinatrice, coordinateur, c'est un très beau et long travail. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'organisation de ce dossier et de la façon dont vous l'avez construit? Alors, on est entré par les objectifs des entretiens. Le premier objectif à l'école, c'est apprendre. Est-ce qu'on peut apprendre au travers de l'entretien? Et on a des textes qui décrivent des techniques ou des pratiques qui font de l'entretien un facilitateur de l'apprentissage. Par exemple, un enseignant qui aide un élève à se poser des questions, à construire une pratique réflexive sur son travail. Quelles questions se poser, à quel moment se les poser, sous quelle forme. Une deuxième série d'articles concernerait plutôt l'accueil et l'intégration. Comment aider, comment accueillir les personnes grâce à l'entretien, comment leur donner de bonnes conditions pour qu'elles s'expriment, comment développer leur sentiment d'appartenance. On a par exemple le récit d'un proviseur adjoint d'un collège de la région parisienne qui raconte comment elle aide le jeune enseignant à se repérer dans l'établissement au travers de l'entretien, comment elle l'aide à répondre à ses besoins. Et enfin, le dernier groupe de textes serait le texte où on se préserve et où on préserve les gens à travers l'entretien. C'est l'accueil de la souffrance. Comment, lorsqu'on est agressé par des émotions trop fortes, comment garder son calme, son sang-froid, du recul, comment on peut prendre soin de soi et prendre soin des autres. Imaginons par exemple une CPE qui s'entend dire par une mère d'élève ex abrupto que sa fille vient d'être violée. Alors comment réagir dans cette situation-là sans montrer son trouble et tout en rassurant la mère de famille. Alors comme disait Anne-Marie, on a des auteurs très très divers, mais des gens qui, premier degré, second degré, on l'a déjà dit, des gens qui viennent de l'étranger. On n'a pas la Tunisie, mais on a le Maroc, on a le Canada, on a le Québec, et puis des lieux divers. Et ça aussi, c'est intéressant. Est-ce que la prison, l'école pour les jeunes détenus permet d'avoir des entretiens et qu'est-ce que ça apporte de particularité? Alors, on a des entretiens réussis parce qu'il fallait que ces entretiens aident les gens. Donc, des dispositifs ambitieux pour des élèves décrocheurs, des rencontres réussies avec des élèves en difficulté, des séances d'accompagnement très riches pour des enseignants novices. Mais on a des entretiens qui posent problème avec de jeunes apprentis qui posent crûment le problème des entretiens ratés, voire inefficaces. Il y a un texte qui dit « ça me rentrait par une oreille et ça sortait par l'autre ». Donc, aucune confiance dans les adultes. Et ça va jusqu'aux entretiens parfaitement ratés. Comme ça va donner confiance à tous ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas créer des merveilles d'entretien. Donc, on a des entretiens parfois drôles. Je pense à quelqu'un qui est présent ce soir et qui, en tant que parent d'élève, a participé à un entretien
parfaitement ratée parce qu'elle était là en tant que parent et que l'enseignant qui devait pratiquer l'entretien est arrivé en retard, n'écoutait pas, ne comprenait pas. Et ça va jusqu'à l'entretien tellement terrible que la mère, qui, dit-elle, se trouvait en position d'accusé, allait hurler dans les bois sa souffrance après avoir été mise à mal par les enseignants qui, disait-elle, avaient l'impression de l'accuser d'être une mauvaise mère. Donc c'est un dossier qui met en évidence des pratiques riches, novatrices, décrites, analysées, et je dirais que ça peut être un outil de formation efficace. Oui, merci Michel. Moi, j'ai souvenir d'un entretien en tant que parent d'élève avec un enseignant qui m'annonçait que ma fille n'était pas très intelligente, qui a parfaitement réussi, qui réussit très bien sa vie après, et qui a un très beau métier, réussit des concours très difficiles, mais peut-être que les enseignants aussi passent un cap quand ils deviennent parents au niveau des entretiens. Yannick, tu es donc dans ce lycée si particulier qui est le pôle innovant lycéen de Paris, que tu pourras peut-être présenter en quelques mots pour ceux qui ne le connaissent pas. Et tu as écrit un article dans lequel tu montres quand même des entretiens multiformes, bien plus complexes et plus divers que ce que l'on peut, ce que moi-même j'ai pu vivre en collège. Quel type d'entretien sont donc mis en place avec ce public si particulier des lycées innovants, Yannick? Alors, pour présenter un petit peu la structure, le pôle innovant lycéen, c'est une structure expérimentale au sein de l'éducation nationale qui s'adresse à des élèves décrocheurs depuis longtemps, plus d'1 an, et qui ont entre 16 et 19 ans. Et puis, il y a différents vecteurs de raccrochage, un vecteur de raccrochage par classe, avec des pratiques différentes, comme un séjour humanitaire et international, des classes avec plutôt des ateliers, un vecteur de raccrochage par le sport et la culture, et un autre par une pédagogie qui est maintenant relativement connue, qui est la classe inversée. Pour répondre à la question sur les différents types d'entretiens qu'on mène, on a en fait un entretien de recrutement après une réunion d'information. On a des entretiens qui sont liés au tutorat hebdomadaire. On a des entretiens plus collectifs qui ont lieu au moment des conseils de progrès qui ressemblent à des conseils de classe, mais dans lesquels tous les professeurs sont associés, tous les élèves sont associés, et qui sont plutôt un bilan de compétences en fin de chaque séquence, c'est-à-dire avant les vacances scolaires. Et puis, on a des entretiens, malheureusement en cas d'échec, de situations qui ressemblent à ce que font les MLDS, les missions de lutte contre le décrochage scolaire, qui actent la séparation ou un petit peu l'échec du raccrochage. Et puis, il y a en fait, je dirais, les entretiens les plus intéressants qui sont les entretiens informels. Et alors là, pour le coup, c'est les entretiens qui ont lieu individuellement avec les élèves sur le chemin pour aller dans une activité, les entretiens qui ont lieu lors des séjours à l'étranger, des entretiens qui ont lieu ou des discussions qui ont lieu dans toutes ces activités un petit peu extrascolaires et qui sont autant de moments privilégiés pour vraiment discuter, faire des bilans, comprendre les élèves, et puis surtout une façon de réconcilier les élèves avec une institution qui les a un petit peu mis à mal puisqu'ils ont décroché. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, je pense que ça ouvre surtout beaucoup de questionnements, entre autres le fait de savoir si certains types d'entretiens qui est spécifique ou qui sont spécifiques au pôle innovant peuvent essaimer, peuvent se diffuser dans les autres structures plus traditionnelles. Je vous rappelle que vous pouvez intervenir sur le chat, soit en commentant, soit en continuant à poser des questions, et que Ben prendra régulièrement la parole pour nous faire part de vos réactions. Lynn Numa-Bocage, donc tu as un rôle particulier dans ce dossier parce que tu as été en fait la première relectrice. C'est le dernier article, et tu as joué le rôle de relectrice et de
de commentatrice, je ne sais pas comment on pourrait dire, du dossier avant même qu'il ne soit sorti, quelqu'un qui regarde et qui lit, qui commente, je ne sais pas là encore comment on pourrait le dire, ce qui a été écrit dans ce dossier. Quels enseignements as-tu tiré de la lecture de ces articles fort divers, Lynn? Oui, 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 je te remercie de cette question. Alors, j'ai en effet eu le privilège de découvrir ces articles avec vraiment beaucoup d'intérêt et en même temps de joie, tout simplement parce que il renvoie à des témoignages d'une activité réelle, d'une activité qui a lieu en ce moment. Et j'ai vraiment été sensible du fait que, bien que l'entretien ne soit pas l'outil premier des enseignants ou des personnels d'éducation, comme l'a signalé Anne-Marie, c'est l'outil, par exemple, des psy-EN, on se rend compte qu'il est très partagé par les différents personnels de l'éducation et qu'il est indispensable. Donc ça, c'était déjà la première réflexion que j'avais. Et puis, la lecture de ce dossier a montré, a dévoilé en fait une variété de pratiques tout à fait innovante et adaptée à ce que nous vivons en ce moment. Et j'ai vraiment été agréablement surprise de cette dynamique. On voit qu'il y a sur le terrain des propositions, des réflexions. Certes, tout n'est pas réussi comme cela a été signalé, mais je crois que ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'à travers ces entretiens, on voit qu'il y a vraiment la prise en considération de l'autre et c'est quelque chose qui me tient à cœur, hein, ceux qui savent ce que j'écris. C'est-à-dire que la construction de l'altérité, on la retrouve systématiquement à travers les entretiens, les essais, ce qui est proposé. Et donc, je pense que ça traduit vraiment que à l'heure actuelle, bah, les personnels font leur possible. Donc, pour moi, c'est une richesse, c'est quelque chose qu'il faut souligner. L'autre point également que je tiens à souligner, c'est que, on a vu et je pense par exemple à un entretien, enfin un article qui s'intitulait, voilà, «Un dialogue permanent». L'idée que l'entretien n'est pas, un tout, c'est pas quelque chose d'unique et qu'il va, au contraire, se développer progressivement au fil de l'année dans la construction du collectif et dans la relation avec l'élève. Et cette attention à la fois portée au personnel, mais aussi, aux élèves, et aux parents d'élèves est quelque chose, qui ressort bien de l'ensemble du dossier. Les jeunes ont des attentes différentes maintenant, les familles ont évolué, la société est en train de se transformer et je crois que le dossier offre des exemples de pratiques distanciées, réfléchies, qui est une source, je pense, à la fois d'idées, de formation, même si c'est sans doute un point qu'il faudra encore renforcer, mais en tout cas, il constitue une véritable richesse et je crois que c'est un bon support également pour tout le monde. Merci Lynn. Je vous rappelle que vous pouvez intervenir sur le chat. Est-ce qu'il y a des interventions, Ben, et des réactions déjà? C'est assez calme, ça prouve que les gens sont tout oui. Une question de Rachel qui, dans quelle mesure un entretien informel peut être qualifié ainsi, peut être qualifié d'entretien entre une discussion informelle entre un enseignant et un élève, peut être considéré, peut-être transformé, peut-être évolué dans quelque chose de plus organisé, on va dire, et de plus constructif pour aller au-delà de la discussion informelle. Oui, merci. Moi, en fait, ça m'évoque une autre question, et je ne sais pas laquelle ou lequel de nos intervenants peut venir là-dessus. C'est est-ce que ça existe un entretien informel? Parce que dans un entretien, il y a automatiquement la volonté de l'un au moins de rencontrer l'autre. Et déjà, c'est une forme. Peut-être Anne-Marie, je ne sais pas, qui voudrait travailler là-dessus? Oui, bah en fait, tu viens de le dire, c'est que pour moi, il y a toujours un projet, donc un entretien informel, c'est jamais par hasard. C'est quelqu'un va rencontrer l'autre pour pouvoir en sortir quelque chose pour lui, pour l'autre aussi.
Ça me fait penser à la question sur les entretiens imprévus. Les entretiens imprévus, c'est cela, hein? Imprévus, Oui, oui. oui. Et voilà, donc c'est vrai que par rapport à la question de Rachel, si l'entretien n'est pas prévu, ça veut dire que c'est l'autre qui le sollicite, mais ça veut dire aussi que quelque part, il me semble à lui de le mener, justement, et sans doute avec l'aide du professionnel. Je me rappelle dans ma carrière avoir vécu plusieurs fois des entretiens non prévus en fin d'heure de cours, en allant chercher des élèves en récréation. Mais je me dis que quand l'entretien n'est pas prévu, du coup, ça m'a donné une liberté de, de l'écoute, de l'écoute de la demande, de juger du temps aussi pour juger si j'étais la personne adéquate pour l'aider à trouver une solution. Parce que moi, mon projet, il n'était pas en avant, puisque c'était de son projet à lui ou à elle dont on parlait. Euh, et inversement, je me rappelle très bien une situation quand j'étais toute jeune prof avec une élève de première qui vient me parler en fin de, vraiment un entretien informel en fin de cours et qui à la fin de l'entretien me dit mais de venir prendre un thé chez elle. Et là, j'étais pas du tout armée pour ça. J'ai bafouillé un prétexte d'un autre rendez-vous pour pas y aller. C'était Oui. d'un ridicule achevé. Mais je crois que je n'avais pas assez de références professionnelles pour l'écouter vraiment. Et puis, à côté de ça, je pense aussi dans ces entretiens imprévus, je pense à l'article de Stéphanie Gros-Desormeaux qui est CPE et qui se prend la misère du monde dans la figure, dont Michel parlait un petit peu tout à l'heure. Et justement, elle explique comment elle se fait bricoler un protocole qui la préserve et lui permet de prendre en compte les émotions de chacun, et en particulier d'entendre les souffrances. Et donc, je dirais que se préserver, être dans l'écoute, éventuellement dans l'action et pas dans la réaction, ben en fait, c'est autour de ça qu'il faut arriver à travailler. Et en un mot, c'est agir en professionnel. Oui, oui, moi j'adhère totalement à ça et j'ai une longue expérience de l'enseignement maintenant et j'avoue que tout élève qui m'interpelle entre deux cours le fait, à mon sens, en dehors d'un cadre qui normalement est là pour nous protéger. Et donc, je mets en place automatiquement, dans le cadre de ces entretiens, on va dire informels, on va les appeler comme ceci, la suite de Rachel, je mets en place automatiquement ce que j'appelle, et d'ailleurs j'ai écrit un article là-dessus dans ce dossier, une troisième oreille. Il y a ce que me dit l'élève sur le moment, que j'appelle quelque chose comme l'écume des choses, et je suis attentif au fait de savoir si derrière cette écume des choses, il n'y a pas quelque chose de plus intense qu'il ne faut pas que je loupe. C'est ça, cette troisième oreille, et qui me permet de rester professionnel. Un entretien n'est jamais est rarement neutre pour moi. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait intervenir là-dessus encore? Oui, Oui, Lynn? oui, je vais tout à fait dans le sens de ce que vous évoquiez tous les deux, Anne-Marie et toi, par rapport à la nature de cet entretien. Souvent, l'entretien informel est un appel de la part de celui qui, comme ça, le provoque. Et il faut le considérer comme un moment qui ne doit pas forcément être clos. Je pense à cette idée de, ben, effectivement, je retiens ce qui se dit et on propose autre chose en termes de rendez-vous, de possibilités, de continuité. Je pense que ça fait aussi écho à ce qui était dit dans le PIL ou dans d'autres structures. Et c'est aussi une manière de se préserver en tant que professionnel, parce qu'effectivement, on ne sait jamais ce que cache une interpellation comme ça. On a de vraies surprises et des décisions à prendre dans certains cas. Et donc, il faut pouvoir euh, accueillir en fait cette proposition, donc rester ouvert et en même temps renvoyer, avoir cette dynamique vers autre chose. Donc,
quelque part, je pense à, je sais plus précisément quel article où il y avait des temps prévus pour des entretiens et donc on sait qu'à à un autre moment on peut proposer cet entretien aux élèves. Oui, est-ce que nous serions d'accord en disant qu'il n'y a pas, nous n'allons pas définir aujourd'hui une forme d'entretien qui serait la forme particulière vers laquelle il faut tendre? Tout à fait, ça va tout à fait dans Voilà. ce sens pour moi. Oui. Et alors, puisque nous en sommes sur la forme, Lynn, toujours, c'est une question qui est venue dans les questionnaires d'inscription, les formulaires d'inscription. Est-ce que la présence des enfants est toujours requise? Est-ce qu'elle est requise d'abord, simplement? Est-ce qu'elle est requise? Alors, est-ce qu'elle est Est-ce requise? qu'elle est nécessaire? Ça sera mieux dit comme ceci, pardon. Oui, 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 la parole, il est nécessaire de pouvoir recueillir la parole de l'enfant. C'est indiscutable, quel que soit ce qui s'est passé, l'événement qui entraîne, par exemple, l'entretien avec, bien entendu, la famille. Il faut entendre l'enfant. Et ça m'évoque en fait les propositions que faisait Françoise Dolto à travers ce qu'elle avait appelé le jeu de poupée, en fait, où elle met en avant le fait que dans ses entretiens avec les enfants, en fait, ça a été fortuit. Elle a constaté qu'un support qui était du coup la poupée permettait l'expression des dimensions subjectives qu'elle n'avait pas tout à fait cernées au moment de l'écoute et de l'entretien. Donc, cette idée d'offrir des supports, d'offrir des cadres, d'offrir des temps de parole propres à l'élève, quel que soit le niveau, je crois même au lycée, est important. Après, il se pose aussi, donc là, moi, je me situe dans la relation, hein, dans l'aspect vraiment relationnel. Euh, il est important aussi d'écouter la famille, de comprendre la famille, ce qu'elle a à nous dire en fait, et, la rencontre entre les deux, c'est-à-dire présence de l'enfant au moment où on rencontre la famille, je pense que ça se noue dans l'alliance. Je crois qu'il y a eu un article autour de cette manière de faire alliance, en fait, à la fois avec l'élève et avec la famille, et pas de but en blanc et pas forcément décidé à l'avance. Mais je crois, après tout ce qu'on entend en ce moment, il est indispensable d'offrir des temps d'échange avec les jeunes, voilà, eux-mêmes. Oui. Je crois que l'article dont tu fais allusion, c'est celui de Catherine Hurtig-Delattre, qui a déjà. Oui, Je oui. crois que c'est C'est celui-ci qui. Un pas vers l'autre. un Oui, pas un pas vers vers l'autre, l'autre. d'accord. Oui. Un pas l'un vers Et l'autre. c'est un très très bel article. Ça fait partie des vraiment très beaux articles. Et Catherine devait être là ce soir, il n'a malheureusement pas pu venir. Yannick, dans tous ces types d'entretiens que le PIL, le pôle innovant met en place, est-ce que certaines choses pourraient être transportées en terrain plus habituel? Yannick. Alors, moi, ce que je pense, ben, je peux faire le lien avec la question précédente, dans le lien entre l'aspect informel et l'aspect de l'entretien, c'est que c'est une spécificité des élèves décrocheurs, mais certainement d'autres élèves, c'est que parfois on fixe un calendrier et ils s'échappent de ce calendrier. Parfois on fixe un entretien formel avec des thèmes à aborder et s'échappent de ces thèmes à aborder. Et c'est pour ça que l'entretien, pour moi, serait qualifié d'informel si les thèmes sont ceux qu'on a déjà abordés précédemment. Euh, ce qui pourrait éventuellement, alors modestement, être transposable dans d'autres situations, à notre avis, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler une posture ou un habit. Nous, on rencontre des élèves, des jeunes, des élèves qui ont un rapport compliqué avec l'école. Et notre objectif premier pour créer cet espace d'écoute, c'est une confiance. Et cette confiance-là, c'est pas acquis avant d'entrer dans l'entretien. Donc souvent, finalement, il faut mettre, de notre point de vue, notre posture d'enseignant, parfois d'adulte, on va dire, de côté pour pouvoir être à l'écoute de ces élèves et de nouer une confiance pour qu'il y ait un réel échange et réel entretien, pour que les informations soient pas... donc, c'est un petit peu changer de peau.
je pensais un petit peu cette métaphore de changer de costume pour être à un niveau en fait d'adulte qui discute avec un jeune ou même de manière plus générale, quelqu'un qui a envie d'écouter et qui pose un cadre qui permet une véritable relation et un véritable échange. Oui, Jacques Lévin disait qu'écouter l'autre, c'était, en substance, je ne me souviens plus de la phrase exacte, c'était écouter l'autre, c'est l'écouter comme il écoute sa propre vie. Donc en réalité, c'est bien se mettre l'un en face de l'autre. Dans la situation d'être dans l'entretien, tous les deux sujets. Je vois passer certaines choses dans le chat qui défilent devant mes yeux et je voudrais réagir tout de suite, sans passer par toi, Ben, à quelque chose qui est dit. Une personne, Sophie, Oui. qui appréhende les entretiens car elle entend des choses difficiles. Et je me souviens un jour en formation, où j'étais formateur ce jour-là, une professeure des écoles m'a dit ça, qu'elle ne pouvait plus faire d'entretien parce que elle ne supportait plus pas d'entendre ça. Et je crois que on peut s'en sortir d'abord en se professionnalisant et en allant parler à nos supérieurs hiérarchiques et en ne disant pas que c'est à nous de devoir régler ceci, mais il y a autre chose, je crois que c'est aussi le résultat, c'est ce fait de se confier, c'est le résultat, c'est la preuve de notre éthique et de la qualité de ce que l'on met en place. C'est notre honneur finalement que de recevoir ce genre de propos tellement douloureux. C'est notre honneur, les gens nous font confiance. Je pense que tout le monde ne reçoit pas ce discours. Alors oui, c'est difficile à vivre, oui, ça gâche des nuits, et des journées, et ça rend notre métier vraiment difficile souvent, mais je crois malheureusement que ça en fasse partie. Se pose là, Lynn, peut-être encore, chacun peut réagir, hein, les intervenants ont bien compris que le plan de ce webinaire a déjà éclaté un peu. Euh, on se pose la question de la formation professionnelle dans un métier qui subit tellement de transformations. C'est la question qui revient très très souvent là maintenant là dans le chat, et puis c'est la question qui a été présente aussi dans les questionnaires, hein. Cette problématique de l'absence de formation, sauf pour peut-être certains types de personnel d'encadrement ou dont l'entretien, certains types de personnel dont l'entretien est le cœur de métier au sein de l'éducation nationale. Voilà, donc comment se former, où se former, mis à part d'acheter le cahier Déjà pas mal. présentement, qui est une mine. Bravo Ben, bravo. Non, c'est un sujet extrêmement sérieux. Oui. Est-ce que je vois le temps qui passe à une allure folle? Est-ce que, Lynn, tu peux commencer à répondre et puis les autres intervenants vont rebondir là-dessus? Oui, oui, je te remercie. Moi, effectivement, je suis interpellée aussi dans ma fonction, presque. Et je dirais que malheureusement, nous n'avons pas suffisamment le temps en formation initiale pour, pour ce que je pense il faudrait vraiment comme formation par rapport aux enjeux sociétaux que nous avons en ce moment, aux questions auxquelles les personnels sur le terrain, que ce soit les enseignants, les personnels éducatifs, les chefs d'établissement aussi, ont à faire face. Vraiment, ils sont confrontés à des situations nouvelles pour lesquelles la parole, l'entretien, hein, de façon très générique, constitue indiscutablement un outil. Alors effectivement, la question de la formation, du coup, moi je dirais qu'on a des techniques d'entretien et les personnels, certains maîtrisent ces techniques. Mais ce qu'on constate en fait, c'est que, bah, comme ça a été évoqué tout à l'heure, ils peuvent manquer en fait au moment où on en aurait besoin. Donc il y a cette nécessité, je crois, d'une formation qu'on dirait
continue par rapport à la capacité qu'on pourrait développer de s'adapter à des situations nouvelles. Et l'un des points sur lesquels je pense qu'on peut déjà avoir des réponses, c'est de constituer des collectifs. Dans les établissements, ne pas rester seul, bon, ça a déjà été évoqué, et être modeste, hein, de toutes les façons. On essaie les techniques et on partage ce que l'on vit. Et puis, bien entendu, demander peut-être des formes d'accompagnement en termes d'analyse de la pratique, ou comme ça a été, j'ai eu un exemple l'année dernière, on avait été sollicité en tant que laboratoire pour réagir en fait à l'accompagnement d'équipes sur le terrain. Et donc voilà, en tout cas, la formation, euh, même quand elle existe, à mon avis, n'est pas suffisante. Et je pense qu'il y a des nouvelles formes, de même que c'est présenté dans le dossier, hein. Là, je rejoins tout à fait Ben Aïda. On a des choses pas mal. Et il y a des choses à essayer et sur lesquelles je pense qu'on pourrait continuer et accompagner cette formation. Et puis, il y a un point quand même, j'en profite rapidement et je pense que Anne-Marie ou Michel vont compléter déjà ce que je dis, mais je tiens à dire que il faudrait que ça soit les professeurs, c'est surtout eux, euh, quand ils donnent la parole aux élèves, comme on l'a dit, penser qu'ils ont développé de vraies compétences dans la situation que nous vivons. Ils ont peut-être du mal à vous montrer ce qu'ils ont développé, mais donnez-leur l'occasion de montrer ce qu'ils ont pu faire. Et vous allez voir que l'entretien, à mon avis, même l'entretien informel, ira aussi plus facilement. Et c'est une façon aussi de se former à l'écoute. Voilà. Il y a des livres, il y a des associations dans lesquelles on peut, et qui sont évidemment, voilà, ça sera sur votre temps extrascolaire, ça sera sur, vous pouvez participer aux rencontres des cahiers pédagogiques, du CRAP cahier pédagogique, vous pouvez aller à l'AXAS, vous pouvez aller lire ce livre, par exemple, Jacques Salomé, La relation d'aide, formation à l'entretien, qui est un ouvrage de 2003, je crois, qui est un livre remarquable, et puis se former seul, malheureusement, puisque l'institution semble ne pas vouloir, ne pas pouvoir encore nous former, se poser la question, peut-être faire évoluer son propre questionnement. Qu'est-ce qui me manque pour entendre l'autre ? Qu'est-ce qui me manque pour l'entendre? Voilà, se poser cette question-là et avancer là-dessus. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous voudrait réagir encore sur ce sujet? Ben, on n'est peut-être pas obligé d'être parfait tout le temps lorsqu'on conduit des entretiens, et on a quelquefois soit un manque d'expérience, soit une situation suffisamment explosive pour mettre en difficulté. Mais on n'est pas obligé de donner une réponse non plus, la bonne réponse à l'entretien tout de suite. Et il est possible de différer cette réponse, et c'est là qu'arrive l'accompagnement de l'association, du réseau, de l'équipe, présenter, présenter la situation qui nous soucie, je pense on le fait au CRAP cahier pédagogique, la situation professionnelle qui nous soucie, comment je peux réagir en entretien, qu'est-ce que je peux répondre quand on me dit ça, ou bien avec l'équipe, le collectif de la classe. Donc, la formation, mais aussi l'aide des autres pour se sortir d'une difficulté. Oui, et puis ne pas oublier que c'est un cadre, un entretien, et je tombe sur une citation de Jacques Salomé, toujours, si on ne met pas de balises dans une relation, on sera amené à mettre des barrières. Je trouve ça, j'avais complètement oublié que Jacques Salomé avait écrit ça. Peut-être, Yannick, comme tu es dans ce lycée avec tant de types d'entretiens, comment est-ce que vous faites pour vous former enseignants, pour former les néo-enseignants, les enseignants arrivés dans cet établissement? On a une chance d'avoir une équipe assez restreinte de 13 enseignants et 2 AED. Et on a par contre la chance d'avoir des enseignants de tout âge, et donc avec des expériences un peu différentes. Et donc généralement, on revient sur la réponse un peu donnée. L'entretien de recrutement, on a 5 pages de guide pour le mener. Et souvent, on arrive à des récits de vie et c'est ce qui nous intéresse. Et les choses, alors nous, c'est un peu notre quotidien.
les familles fragmentées et les situations très compliquées, finalement, on n'est pas seul. Très souvent, on va s'en remettre à un collègue, au reste de l'équipe, et on fonctionne par trinôme pour chaque classe. Et donc, c'est le soutien de l'équipe qui va nous permettre de surmonter ces moments qui sont parfois assez difficiles. Et le fait d'avoir un rapport aussi, je dirais, ça c'est l'expérience que j'ai eue dans d'autres endroits, en prison ou au SAPEJ, c'est qu'un enseignant, il n'est pas dépositaire du secret, il est dépositaire de la confidentialité. Et généralement, c'est une notion qui est importante parce que ça veut dire, dans les situations compliquées, on s'en réfère au chef d'établissement ou à des institutions externes. Et donc, il faut être à l'écoute et le récipiendaire quelque part de l'information. Mais cette information-là, on peut aussi la transmettre. Je dirais sans décharger, mais c'est quelque chose qu'il faut aussi expliquer. C'est ce qu'on a dit précédemment aussi, on n'est pas dans l'obligation de répondre tout de suite. Et souvent, on est dans des injonctions numériques, de SMS, de téléphone. Et il faut prendre le temps de la réflexion pour pouvoir traiter les informations. Et déjà, être à l'écoute des élèves, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça veut dire qu'ils nous font confiance. Donc, il faut être attentif à leurs paroles. Et c'est vrai que suivant les environnements, on est plus ou moins soutenu. Et nous, on est très, alors je parle comme un ancien parce que ça fait 5 ans maintenant que je suis au PIL, mais voilà, avec nos nouveaux collègues, on les rassure et on leur dit, voilà, on partage les informations, on partage finalement aussi une charge de stress. Et il faut aussi être attention à ça parce que on est souvent interpellés, nous, et puis je pense l'ensemble des enseignants, et il faut avoir conscience du fait que ça grignote un petit peu notre état d'esprit. Enfin, c'est pas anodin de recevoir toutes ces informations compliquées, et il faut de temps en temps réussir à trouver des endroits où on les dépose, et chaque individu va prendre ça avec ironie, avec tristesse, avec voilà, il va y avoir parfois j'ai l'impression, alors toute proportion gardée, hein, mais que la salle des profs, c'est une salle d'internat d'urgence dans les hôpitaux. Il y a ma métaphore vaut ce qu'elle vaut, hein, il est un peu tard, mais il faut prendre en cause cette parole et aussi le fait que les enseignants reçoivent ces informations-là et ne pas être forcément dans le déni de quelque chose. Donc voilà, nous, notre pratique, c'est on partage rapidement avec les autres enseignants. J'adhère complètement à cette métaphore des urgences, surtout dans l'état des urgences actuelles. Et moi, la salle des profs est un endroit qui me paraît être un endroit de dépôt. On pose le brancard, mais c'est rarement l'endroit où on soigne. Et il faut prendre une grande distance par rapport à ça. Et j'ajouterais aussi que vous avez été plusieurs à parler du fait de ne pas réagir à l'injonction d'agir. Surtout avec les adolescents, l'adolescent qui vous demande d'agir, quel est le type de demande? Est-ce qu'il est à sa place? J'entends place symbolique, évidemment. Hein. Est-ce que je vais devoir différer? Est-ce que je vais devoir attendre? Est-ce que je vais devoir faire? J'ai souvenir d'une enfant qui me demandait d'appeler ses parents parce qu'elle ne se sentait pas bien. Et c'était pas, il y avait autre chose qui était derrière, bon. Je crois que j'ai fait un article pour Rachel là-dessus, et chez toi dans les cahiers, mais la demande n'avait rien à voir et j'ai eu fortement raison de différer ma réponse. Cela dit, dans tout ce que l'on a comme entretien, il y a une personne qui est dans un poste particulier. Michel, je vais t'interroger là-dessus. Un des chefs d'établissement que j'ai pu avoir dans ma longue carrière maintenant m'a dit un jour, quand il y a un problème dans une classe avec un élève, je rencontre deux souffrances. Celle de l'élève, celle de l'enseignant, qui a dû exclure un élève, par exemple, et qui en a souffert, l'élève l'a fait souffrir, mais aussi, quand je parle avec l'élève, celle de l'élève.
Voilà. On a deux souffrances et qui ne se rejoignent pas toujours. Je me demande si on peut dire et qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu faisais? Alors, et en plus des souffrances dont certains pensent qu'elles sont plus prioritaires l'une que l'autre. Quand il y avait un problème avec un élève, je recevais le problème qui m'avait été signalé soit par l'enseignant, soit par la vie scolaire. Je recevais l'élève en lui demandant de me donner sa version de la situation. Je lui posais des questions là-dessus sur qu'est-ce qui s'était passé, à quelle heure, comment il voyait ça. Voilà. Et ce qu'il y avait de toujours d'assez extraordinaire, c'est que lorsque l'élève quittait mon bureau, il avait l'air assez serein, même s'il avait eu une sanction importante, il était serein, il était soulagé, et que l'enseignant que j'allais recevoir arrivait furieux dans mon bureau en me disant « Mais qu'est-ce que vous avez fait à cet élève? Il a l'air content de lui quand il sort de ce bureau. » Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que si l'élève était soulagé, c'est que j'avais pu vraiment l'écouter, l'entendre. Et que du coup, l'enseignant était furieux de cette situation parce que la souffrance de l'enseignant était pour lui plus importante que celle de l'élève, puisqu'il avait mal agi. Et donc, il a fallu qu'on trouve comment dire, une procédure claire, que les enseignants sachent qu'en cas de situation difficile, je recevais l'élève et je recevais l'enseignant parce que, au-delà de la souffrance, il y avait aussi une question de justice, justice qui concerne les personnes. Et que, à partir du moment où le protocole a été accepté par tout le monde, il n'y a plus ces colères et les enseignants attendaient que je reçoive d'abord l'élève avant qu'eux puissent être reçus également et entendus avec justice. Voilà ce Ça que je fait, faisais. ça fait Ben, écho à un malentendu justement et dont Sophie, il me semble, parle dans une des questions. Elle dit, il m'est souvent reproché de trop écouter les élèves et les parents. Donc, il y a une espèce de malentendu sur les intentions des uns et des autres et sur voilà, à quoi sert cet entretien et est-ce qu'on est d'un côté ou de l'autre en tant que juge suprême. est-ce Donc, que, ouais, est-ce que quelqu'un veut vas-y. réagir là-dessus? Anne-Marie, peut-être? Non, 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 moi j'avais en tête l'idée que c'est quand il y a pas, qu'on va pouvoir se mettre en mouvement quand il y a parité d'estime, dit Catherine Urtic de Lattre. Et je trouvais, enfin, la dernière fois qu'on en a préparé, on était tous d'accord pour se dire que on tourne autour de cette histoire de parité d'estime aussi. C'est-à-dire qu'il y a, et c'est cela dont on a parlé dans cette réunion préparatoire que nous faisons pour ce webinaire, qui est toujours fort intéressante, et Catherine Urtic-Delattre dit qu'il y a en substance asymétrie des places, parce que de toute façon, institutionnellement, on n'est pas à la même place, entre un élève et un enseignant, par exemple, ou, et nous allons y venir, entre un enseignant et un inspecteur, voilà, il y a asymétrie des places, mais parité d'estime. Et ça, c'est l'idée de la subjectivisation dont nous avons parlé dès le début avec Lynn et dès le début avec l'humain. Peut-être est-ce qu'on peut aller dans ce problème d'entretien qui doit être évoqué et qui fait souvent la souffrance et la crainte des enseignants, qui est celui du domaine professionnel. Anne-Marie, l'entretien de formation initiale, souvent, ou oui, l'entretien également, l'inspection, quoi, qui est tellement souvent mal vécu. Anne-Marie. Oui. Moi, j'ai relevé une phrase dans l'article de Monique Royer, qui est directrice d'un établissement, et qui dit que lorsqu'on parle du travail, de la façon personnelle de le faire, difficile de ne pas effleurer la fragilité de l'individu. Et pour le coup, il me semble que cette phrase-là, elle est autant vraie en inspection qu'en formation initiale d'un tuteur par rapport à un stagiaire, par exemple.
Et dans cette manière de voir les choses, et elle est rejointe par Jean-Pierre Véran, qui est inspecteur, et qui tous les deux nous parlent d'articulation du collectif et de l'individuel, dont on a déjà parlé, mais aussi de la prise en compte de l'autre et de la place que nous lui laissons. Peut-être avoir en tête que le respect ne se décrète pas et pas plus que le changement. Moi, je voudrais revenir aussi sur le fait que les entretiens avec des tuteurs stagiaires et les entretiens d'inspection, les entretiens avec un chef d'établissement, j'y vois un autre enjeu, en fait, peut-être plus spécifique. C'est-à-dire que ces entretiens sont importants pour les enseignants, me semble-t-il, parce qu'ils signent des compétences de l'ordre de l'exemplarité. Ce sont des modèles, d'ailleurs, quelqu'un l'a dit dans le chat, ce sont des modèles de manière de faire à reproduire avec les élèves, les parents. Et ça, dans toute situation, ils vont détecter une asymétrie des rôles. Mais l'asymétrie des asymétrie des rôles, elle est intrinsèque à tous les entretiens. Elle est vraie avec les élèves, elle est vraie avec les parents, elle est vraie tout le temps. Mais cette posture-là, qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle devienne cette situation asymétrique, qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle devienne positive, qu'elle ne soit pas toxique, comme quand elle est liée à une question de pouvoir. Peut-être différencier l'idée de pouvoir de l'autorité, justement. Voilà, donc en revenant sur cette idée qui, à mon avis, fonde tout, c'est quelle que soit la place qu'on a dans l'entretien, quelle que soit la position hiérarchique qu'on a dans l'entretien, cette idée de parité d'estime me semble vraiment l'idée clé, la clé de voûte de l'entretien lui-même. Merci. Avant de continuer, en fait, je voudrais partager avec vous et vous faire réagir tous les quatre. Ben, si tu as envie de réagir également, tu peux, à ce dessin de Lécroart. Alors, c'est pas celui-ci, pardon, c'est celui-ci. Ce dessin de Lécroart qui est dans le cahier, donc le dossier dont nous parlons. Voilà, je vous laisse le regarder. Qui peut commencer à réagir là-dessus? Michel. Oui. Allez, j'ai l'impression d'abord d'une progression vers le haut. Hein, d'une part, c'est que l'entretien permet toujours de bouger, de se perfectionner, de faire un travail sur sa pratique, que ça ne se fait pas tout seul, que ça ne se fait pas d'un seul coup, mais que ça se fait par des gradations successives, des marches successives, un peu comme le tâtonnement expérimental. J'ai une marche, je me stabilise sur cette marche, je fais mieux et j'en prends une deuxième. Et l'idée, c'est qu'on y va ensemble. On ne peut pas progresser tout seul dans ce genre de situation. On ne peut progresser que dans l'interactivité. Voilà donc pour moi, c'est tonique et dynamique, ce dessin. Alors, des réponses, je suis confus, le temps passe très très vite. Des réponses rapides, peut-être Anne-Marie ou Lynn. Ouais, moi, pardon Lynn, Non, vas-y. j'ai envie de dire que moi, je vois l'idée d'accompagnement comme le comprend Maëla Paul, avec cette idée de cheminer ensemble, de cheminer avec l'autre. Voilà. Lynn. Oui, moi, ce que je repère aussi, effectivement, il y a cette idée d'accompagnement, mais c'est surtout qu'on n'est pas arrivé tout en haut de l'escalier et que ça veut dire que, ben voilà, c'est un chemin, c'est un parcours. Moi, je vois quelque chose de dynamique et donc, ça veut, oui, voilà, de créatif, en fait, qui a encore des choses à inventer ensemble dans cette dynamique. Voilà. Yannick. Moi, j'aurais été un petit peu moins optimiste, j'aurais mis un petit peu plus de chaos dans cette conclusion, parce que souvent dans les entretiens, ça fluctue. Donc, ce qui est bien, c'est que les deux personnages se regardent et voilà, se sont compris. Mais souvent, bah, on avance, puis des fois, on recule un petit peu. Voilà, c'est un petit peu. C'est pas Ben. forcément un processus linéaire.
Oui, moi je verrais le fait que les deux protagonistes sont côte à côte, ça veut dire que l'adulte, on va dire, celui qui a initié en tout cas l'entretien, il est en position d'accompagnant, d'accompagnateur et pas de guide. Il n'est pas devant en attendant. Voilà, il y a pas quelque chose de descendant, quoi. Et je trouve ça assez intéressant. D'autant plus qu'il monte un escalier. Euh, et oui, moi je suis. Ce qui m'intéresse dans ce dessin, c'est qu'ils montent l'un à côté de l'autre, mais pas du même pied, et qu'ils lèvent l'index en se regardant. Et ce qui veut dire qu'on a beau être côte à côte et se regarder, on a beau être côte à côte, on a beau se regarder, il peut y avoir des objections et l'entretien peut rapidement basculer au conflit. Et ce n'est pas une promenade de santé. Un entretien, c'est quelque chose qui se vit et qui n'est pas simple. Il nous reste peu de temps, Michel, par exemple, mais les autres, vous pourrez réagir. C'est une question piège. C'est quoi un entretien réussi? Alors pour moi, c'est un entretien où on a fait particulièrement attention aux conditions d'accueil et d'écoute. Moi, j'ai toujours été en colère devant la manière dont certains parents étaient accueillis dans un couloir, hein, où ils sont obligés de dire des choses très, très intimes sur leur vie, alors que tout le monde passe devant eux, parle tout haut. Donc, être ponctuel, être disponible, avoir un lieu adapté, pour moi, ça m'apparaît très, très important. Il y a aussi l'idée de la reconnaissance positive de l'autre, ce qu'on a appelé l'estime. Recevoir l'autre, quelle que soit la situation, qu'elle soit positive ou négative, difficile, facile, comme si c'était une personne de la plus grande importance. Voilà, quel que soit un parent, un agent, un élève, un collègue, c'est l'invité royal. Oui, l'autre doit pouvoir sortir de l'entretien en s'estimant interlocuteur valable. Voilà, ça me Absolument. semble être quelque chose de fondamental. Qui veut réagir là-dessus Voilà. encore? Est-ce que... Euh, oui, moi, je vais aller dans le même sens et le mot qui me vient, c'est le mot de bienveillance, en fait, en termes de, on dirait, c'est pas forcément une posture, mais c'est vraiment dans, dans ce qu'on est. C'est-à-dire que dans ce qui sera proposé, dans ce qui sera dit, on peut faire des loupés, c'est pas grave. Si on estime l'autre avec toute son humanité et que soi-même on se positionne dans son humanité, on est forcément dans une relation bienveillante. Et ce qui se passe, eh bien, ça marchera toujours d'une certaine manière. Voilà, par Oui, rapport à ça. le mot bienveillance, moi je l'interroge beaucoup et je préférerais parler de l'éthique, parce que finalement le roi des aulnes qui porte cet enfant et qui finit par le faire mourir, il est bienveillant, il est tellement bienveillant qu'il l'empêche de vivre. Voilà, ça me semble être le danger d'une bienveillance excessive, et je préfère moi parler d'éthique personnelle. C'est-à-dire, C'est pas tout à fait la même chose, hein. C'est vraiment oui, dans la oui, relation que je me non, situe en bien disant entendu. qu'on veut du bien, on veut du bien à l'autre. Oui, oh, complètement, je l'imagine, Voilà. mais le mot est tellement utilisé que je finis par m'en méfier. Et quand j'entends éthique, je veux dire que je sais de quoi je suis capable envers l'autre, mais mon éthique personnelle m'a permis de mettre en place des barrières qui font que non, je m'arrêterai à tel endroit pour que l'autre continue à être un interlocuteur valable. C'est en cela que je considère comme que j'utilise ce mot d'éthique personnelle. Est-ce que quelqu'un veut continuer à parler de cet entretien réussi? Et nous allons bientôt devoir conclure par une dernière question. Qui voudrait intervenir encore? Oui. Yannick, c'est quoi un entretien réussi au PIL? Pauline Ouvron-Lycéen? J'ai un petit peu de mal avec ça. Finalement, un entretien réussi, c'est peut-être quand on réussit à donner une date pour un autre entretien sur un autre sujet. Et donc, on a peut-être épuisé un sujet. Ça me plairait bien comme définition d'entretien réussi. On vient pour quelque chose,
on l'aborde sereinement, même pour acter qu'on ne va pas réussir, ce n'est pas très grave, mais on chemine ensemble pour continuer ce dialogue, cet entretien, cette connaissance de l'autre. Anne-Marie? Oui, en fait, j'étais partie un peu sur la même piste que Yannick avec cette idée d'un entretien qui ne ferme aucune porte. Vraiment de pouvoir s'inscrire dans la durée et quel que soit le type d'entretien, quelles que soient les personnes, les interlocuteurs en cause à ce moment-là. Je pense que c'est vraiment cette idée de ne pas fermer les portes. Merci à tous. Je vais vous poser une dernière question en vous demandant de répondre vraiment très vite. Évidemment, nous n'avons pas balayé l'ensemble du sujet qui est vaste. Évidemment, le dossier des cahiers pédagogiques qui est, à mon sens, mais vous me direz que membre du conseil d'administration, je ne suis pas très objectif, est un très très bon dossier avec des articles formidablement intéressants d'un point de vue professionnel, mais aussi d'autres formidablement émouvants. Je vous engage, enfin je vous conseille fortement d'aller vous plonger dans ce dossier qui se lit très bien, alliant donc recherche et pratique. La question que je voudrais donc vous poser, puisque nous n'avons pas épuisé le sujet, c'est quelles questions auriez-vous voulu aborder tous les quatre en plus? Mais vraiment, c'est la question qu'on aborde, c'est pas le sujet. Hein. On n'aura vraiment pas le temps sinon. Je vais commencer dans l'ordre de mon écran. Anne-Marie. Alors, moi, j'avais pensé que j'aurais bien aimé qu'on parle des grilles d'entretien parce que, voilà, je me dis que c'est un sujet aussi en tant que tel. Oui, Lynn. Oui, moi j'aurais abordé un entretien en relation avec les contenus de savoir, voilà, de l'enseignant. Ouais. Michel. Moi, j'aurais aimé, comment dire, réfléchir à la manière dont l'entretien me permet d'évoluer moi-même. Comment je peux progresser après un entretien? Ah oui. Yannick. Ton micro. Moi, la question qui me vient comme ça, c'est l'entretien par rapport à la transgression de la règle. Qu'est-ce qu'un bon entretien quand justement on est dans un rapport asymétrique avec un élève ou un jeune qui transgresse et ça pose la question des conseils de discipline, ce qu'on appelle les conseils de vie. Voilà. L'entretien, là, pour le coup, très, très formel. Comment on peut l'aborder? Ben, il n'y a pas de raison. Oui, non, alors pour le coup, j'aurais bien aimé qu'on ait le temps d'aller plus loin. C'est toujours mon dada avec les collègues débutants, les collègues plus jeunes, notamment vis-à-vis des parents. Ça a fait l'objet de plusieurs questions là, dans le chat auxquelles on a, voilà, le format veut qu'on ne puisse pas y répondre complètement, c'est assez frustrant. Voilà, leur donner des billes pour qu'ils puissent se positionner en tant que professionnels davantage. On est ensemble depuis 60... Pardon. Je peux, non, juste pour prolonger ce que tu disais toi par rapport à ce numéro particulier, vraiment, enfin, je le dis sans aucune, je reprends ce que je disais tout à l'heure, mais vraiment, je suis vraiment sincère sur le côté, comment dire, de ce numéro. Il a vraiment quelque chose de particulier en termes d'humanisme et d'humanité même. C'est-à-dire qu'on sent vraiment, moi j'ai vraiment été touché, ému même, beaucoup de... Alors tu ne le diras pas, mais toi, tu as fait un article, toi, Jean-Charles, qui est vraiment très très chouette là-dedans, où on sent ça, un professionnalisme qui est... on est loin justement de ce professionnalisme un peu froid des fois qu'on peut sentir. Et voilà, il y a une distance professionnelle, mais il n'y a pas le détachement, quoi. Et je trouve ça vraiment, c'est vraiment un très beau numéro, quoi. Voilà, je me suis vraiment régalé de le lire, voilà, je le dis. Alors en fait, tu me donnes la clé de ce que j'allais dire. Je comprends maintenant pourquoi j'allais dire ceci. Moi, ce que j'aurais bien aimé aborder, c'est la bascule entre l'élève et, je vais dire, l'enfant ou l'adolescent, quoi. Quand est-ce que dans un entretien, on est face à un élève ou on est face au sujet lui-même, quoi.
Et donc, à partir de ce que tu viens de dire, effectivement, à partir de l'article que j'ai pu écrire, qui s'appelle « La troisième oreille », quand est-ce qu'on est enseignant et quand est-ce qu'on est homme ou femme, avec une interpellation qui peut être personnelle. Je crois que c'est Jeanne Moll qui disait dans un très beau livre qui s'appelle « En pédagogie, chemin faisant », elle dit « Nous ne sommes pas seuls dans la classe, nous y entrons avec tous nos accompagnants internes, c'est-à-dire nos maîtres, mais aussi nous-mêmes, enfants, à l'âge des enfants qui sont devant nous. » Voilà. Je voudrais vous remercier, Lynn, Anne-Marie, Michel, Yannick, pour votre participation, Ben pour tes interventions de chat et tes interventions tout court. Voilà, je vous remercie beaucoup pour tout cela. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Je vous rappelle qu'il est donc temps maintenant de clore ce webinaire et je vous rappelle qu'il existe une large bibliographie, une belle bibliographie commentée, une cytographie comprenant des références, des sites et des albums qui peuvent vous aider dans ce dossier, qu'il y a des articles sur le site qui correspondent à ce dossier. Nous sommes une revue associative qui paraît 8 fois par an avec un travail conséquent qui fait paraître des hors-séries numériques, des petits cahiers qui est animé et par des militants et par des salariés, quelquefois des salariés militants aussi. Vous pouvez donc faire connaître nos travaux, liker, comme disent les jeunes, cette vidéo, vous abonner à notre chaîne YouTube, adhérer à notre association, le CRAP, Cercle de recherche et d'action pédagogique, Cahier pédagogique, nous rejoindre, écrire des articles, parce que c'est nous qui écrivons les articles. Moi, je suis arrivé au CRAP Cahier pédagogique comme ceci, en écrivant un jour un article, et voilà, militer, défendre nos idées et l'humanisme dont nous avons tant besoin. Notre prochain webinaire aura lieu très bientôt, le mercredi 8 décembre prochain. Il sera organisé en collaboration avec la Fondation La Main à la Pâte et aura le titre du dossier, donc numéro 573 des cahiers pédagogiques, Enseigner la science aujourd'hui. Surveillez notre site pour avoir des informations, dont les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site des cahiers pédagogiques, cahier-pédagogique au pluriel.fr. Donc n'oubliez pas de liker notre webinaire, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Bonne soirée à tout le monde. À bientôt.